checker de la tech. Et oui, le checker de la tech, donc une émission un petit peu spéciale ce soir, puisque nous ne sommes pas en direct du Sans Chichi, nous sommes en direct de la maison. Il y a des moments, c'est plus simple de faire comme ça. Le Sans Chichi a le droit de prendre des vacances, ça arrive. Le checker de la tech, donc... Je m'entends... Ah, alors attendez, je coupe un retour sonore, puisque sinon ça va nous poser des problèmes, voilà. Je tousse, ça arrive aussi ça. Je ne suis pas tout seul. Cette saison. Oui, c'est la saison qui veut ça aussi. Sébastien Lavaux est avec moi, bonsoir. Bonsoir Pascal. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ton activité, sur ton parcours professionnel. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais dans l'innovation de nos jours? Tu vas déjà nous expliquer d'où tu viens, comment tu es arrivé sur Châteauroux. Est-ce que tu es né sur Châteauroux? Enfin voilà, dis-moi un petit peu plus sur toi. Très bien. Bien, merci déjà de m'accueillir sur ton C'est avec un émission, grand Pascal. plaisir. Alors Super. tu vois, dans cette ambiance familiale. Hein. Ouais, complètement super. Donc, moi je suis originaire de Châteauroux. J'ai vécu à Châteauroux. Je suis parti quelques années sur Limoges, travailler dans la toiture, la couverture industrielle, qui est mon La métier. couverture, donc les tuiles, les ardoises, Voilà. Ouais, ça te c'est connaît ça. Donc pour Attila System, une entreprise à Limoges pendant quelques années dans le domaine industriel. Et puis ce qui m'a amené en fait à la réflexion quand le monde du drone est arrivé, à me diriger Le drone, sur... nous allons parler drone ce soir. Ah, vous allez voir. excuse-moi, tu es fatigué. J'ai pas tout dit encore, voilà. Tant pour moi. Je vais toujours trop vite. Non, mais c'est bien au contraire. Donc voilà, je suis originaire de Châteauroux. Ouais, D'accord, un vrai Castello ça. Donc, c'est ça, comme quoi l'innovation arrive aussi sur Châteauroux en direct. bien sûr. Et puis il y a beaucoup de choses à faire. Et donc tu étais couvreur. Comment cette passion pour le drone est arrivée? Enfin, comment tu as fait cette migration entre les deux activités? Disons que je me suis rendu compte que au niveau du drone, il fallait aussi des connaissances informatiques, qui est un peu ma passion. Le modélisme aussi également. Donc Le modélisme. C'est vrai que le drone, il y a quand même un point commun. Voilà, Ouais. donc c'était allié passion, métier. Donc pour l'ensemble, c'est un plaisir en fait quand on a la chance d'avoir un travail où est-ce que vraiment on est... Tout est là en fait pour le faire, c'est génial, c'est exceptionnel. Alors c'est vrai qu'il y avait pas mal de clubs de modélisme, je crois, sur Châteauroux, une époque d'aéromodélisme. Oui. Il y avait des... Donc tu faisais partie de ce genre de choses en fait, ou tu faisais vraiment ça en passionné, en particulier? Non, oui, en particulier, puis vraiment à petite échelle. C'est pas dans mon coin, on va dire. D'accord. Voilà. Tu étais plutôt objet volant ou objet roulant? Au volant. Volant, donc Ouais. déjà le drone n'était pas loin. Donc, Voilà. Non, c'est vraiment... et puis ça va très très vite, l'évolution. L'évolution avec le drone, c'est impressionnant. Donc c'est un réel intérêt. Et quand on voit au niveau professionnel ce qu'on peut faire, tout ce que la robotique, l'intelligence artificielle, tout ce que ça peut amener à l'heure actuelle, ça m'a paru comme une évidence en fait pour une réussite. Quoi, alors, parce que c'est vrai que des drones, j'imagine que les gens l'ont vu à une cinquantaine d'euros. Je pense qu'on ne parle pas du même matériel. Oui. Il y a quand même des grosses différences entre les drones que tu utilises, je pense, dans ton activité et ce qu'on voit dans le commerce couramment. Il y a vraiment des différences importantes. Quels sont les intérêts des drones que vous utilisez en professionnel par rapport à ce qu'on voit dans le particulier? La stabilité et les capteurs. Les deux choses les plus importantes, c'est la stabilité des capteurs embarqués sur le drone. En début de gamme, on peut rentrer avec un drone à 30 € histoire de faire s'amuser un petit peu, même dans un salon, des choses comme ça. Après, à manipuler déjà, oui. Voilà, ça craint pas, c'est en plastique, bon, ça coupe pas. Après, on va monter en poids, on va monter en prix, et on va monter donc en gamme. Nous, au niveau professionnel, on compte en investissement à peu près 2000 € sur le drone, mais aller sur un investissement pour faire du drone à 2000 € alors qu'on n'en a pas une utilité, ou alors parce qu'il y a les réglementations qui sont derrière qui sont... Oui, on va parler de importantes. tout ce qui est réglementation. Il y a quand même des choses importantes maintenant. De nos jours, il y a eu des lois qui sont imposées depuis. Donc, voilà, c'est ça. Donc ça a évolué. Donc nous, j'ai été formé sur l'entreprise SAS Télépilote à Paris pendant 5 semaines, parce que j'ai pris des formations complémentaires. Donc c'est-à-dire qu'on apprend à faire voler le drone, de 2 à faire de la photogrammétrie, de la thermographie, tout ce qui est la partie logicielle vraiment. Au niveau professionnel. Le traitement en fait de ce qu'on voit d'en haut par des traitements de thermomètre ou des choses comme ça, des choses... On a une image, nous on prend une image et dans cette image il y a des métadonnées, et nous on travaille avec les métadonnées en fait. Quand on les amène dans le logiciel, c'est le logiciel qui va avec les métadonnées de l'image, donc sa position dans l'espace de l'image. Le logiciel va traiter, et ça permet de faire tout un tas de rendus utiles aux professionnels. D'accord, ouais.
Oui, on imagine qu'il y a quand même beaucoup de domaines dans lesquels ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a par exemple des drones pour les feux de forêt, des choses comme ça. Donc les températures sont importantes dans ces cas-là, enfin ce genre de traitement. Les drones avec caméra thermique ont plusieurs utilités. On va avoir donc au niveau des services de secours. Donc ma société, ma structure Aerotech System, donc on est en passe de signer une convention avec le SDIS de l'Indre. Ah oui, le SDIS, donc c'est les pompiers, en fait, l'organisme de gestion des pompiers, quoi. Voilà, c'est ça. Donc pour un feu de champ ou un feu de forêt, par exemple, on peut dire qu'à l'heure actuelle, c'est un peu des véhicules qui se déplacent à droite à gauche, qui vont voir comment le feu évolue, alors que quand on a une image aérienne, on a tout de suite, avec un retour en direct, on a tout de suite en fait une efficacité d'intervention et aussi on diminue le risque humain. Énormément, ouais. On travaille beaucoup sur le risque humain avec le drone à tout niveau, que ce soit pour les services de secours, les pompiers ou les couvreurs également, pour à la place de prendre une nacelle qui monte à 30 mètres pour aller sur un clocher d'église. Oui, quand on a les clochers d'église, entre autres, qui sont vraiment des chantiers dangereux. On peut déjà vérifier les grandes infrastructures comme les grandes églises aussi, pour aller voir l'état des pierres, les choses comme ça, donc pour faire tout un tas d'inspections, ce qui fait que là on va travailler, c'est de la photogrammétrie, on va prendre tout un tas de photos de l'édifice et on va le matérialiser en 3D en fait grâce à un modéliser complètement voilà. grâce au filmage du drone en voilà, fait. C'est ça. Ça permet d'avoir des précisions maintenant avec l'évolution presque centimétrique, c'est-à-dire que l'architecte de son bureau ou même le couvreur de son bureau, on va pouvoir lui livrer des images, il pourra chiffrer son chantier sans bouger de son bureau. Oui, parce que c'est le genre de bâtiment où on n'a pas toujours les plans par exemple, donc pour faire un chantier on est obligé d'avoir une estimation très précise des surfaces à couvrir et comment elles sont conçues en fait. C'est ça. D'accord. Donc moi j'ai été pris de passion pour tout ça, donc j'ai créé Aerotech System, donc nous sommes basés à la pépinière d'entreprise de Châteauroux Métropole. Voilà. Alors on a abordé ton existence la semaine dernière avec notre invité qui était Alvaro, et donc Aerotech System, voilà. Donc, mais j'ai tellement été pris de passion en fait que je ne me suis pas arrêté là. Au Startup Weekend de la CCI, de la CCI, oui. de l'Indre aussi, qui m'a vraiment aidé aussi à démarrer un petit peu tout ça. Donc j'ai participé au Startup Weekend l'année dernière, où j'ai proposé l'idée d'une startup qui s'appelle Drone Info Service. C'est encore dans les tuyaux, on va dire, mais c'est pour apporter un appui aux professionnels et surtout aussi communiquer sur la réglementation, parce que au niveau de la réglementation, il n'y a pas suffisamment de communication. Oui, parce que comme tu disais, tu avais été formé, en fait, il y a ce qu'on appelle une licence, un peu comme un pilote. Il y a des choses comme ça, non? Voilà, il y a 3 ans, c'était le théorie QLM. À l'heure actuelle, les lois, ils ont évolué, donc maintenant, il y a un brevet spécifique au télépilote de drone. Voilà, le télépilote, ça s'appelle. Donc un télépilote. Tout à fait. Je sais qu'il y a des sociétés qui veulent faire des livraisons par drone et c'est ce genre de législation qui sont importantes, puisqu'on ne peut pas survoler n'importe comment. Enfin, il faut être formé en fait, vraiment. Oui, bien sûr. Oui, puis il y a vraiment des règles de sécurité par rapport. Bon, c'est les règles de l'air qui s'appliquent. On n'est plus dans les règles du sol. C'est une réglementation différente et donc on reste intransigeant sur la sécurité, pas de survol. Les règles les plus importantes, pas de survol de personnes, pas de survol la nuit, pas de vol en agglomération, à moins que ce soit en tant que professionnel et déclaré avec une zone de sécurité établie. Oui, est-ce qu'on est obligé de baliser au sol, entre guillemets, le survol d'un drone en fait? Oui, tout à fait. Quand vous voyez une image drone dans un film, les personnes qui sont logiquement en dessous le drone, si le drone les survole, ils ont signé une décharge. Ouais. Toutes les personnes qui sont en dessous un drone, ils ont signé une décharge, comme quoi ils sont informés en fait du risque. Du risque potentiel, voilà. Risque potentiel. Voilà, tout à fait. Et quelles sont les distances? Je ne me rends pas compte, mais quand on est au sol, par exemple, on envoie un drone en l'air, il y a des distances maximum où on peut perdre le drone. Comment ça se déroule ça? Ça fait partie aussi de la dizaine de réglementations, c'est-à-dire que c'est pas plus de 150 mètres de haut. En tant que professionnel. Après, en loisir, là c'est encore différent parce que il y a tout ce qui est règles au niveau de la vie privée qu'il faut faire attention. Donc toutes ces choses-là. On peut voir des choses vidéo qu'on n'a pas envie de divulguer. Donc voilà, par exemple, quand vous élevez votre drone, dès que vous allez lui faire prendre de la vitesse à votre drone, la marge, le cercle de sécurité, il va s'agrandir au sol. C'est-à-dire que si vous faites juste en stagnation, donc vous le faites monter, vous ne bougez pas, vous avez 10 mètres de rayon.
Dès que vous allez commencer à avancer, votre cercle il va s'agrandir en sécurité, donc toujours personne, et là ça peut aller jusqu'à 30 Oui, mètres parce de qu'il y a une rayon. espèce de diagonale qui se crée quand il risquerait de tomber Au en fait. cas où, voilà, c'est toujours le au cas où. Il faut toujours prévoir un petit peu, si jamais il chute, d'être dans les règles, parce que nous en tant que professionnels, on peut perdre carrément notre droit de voler et puis même le droit de refaire de drone. puis, On ça voit va être- beaucoup de choses sur internet où est-ce que ça pique. Il y a Oui, des on doit hélices, voir des vidéos quand on connaît bien les réglementations. On doit se dire comment ils ont pu faire ça, quoi. À part en fraudant complètement. Il y en a qui le font, mais bon. Oui, Après, mais c'est, voilà, au risque et péril, comme forcément c'est publié un jour quelque part. C'est là où est-ce qu'il y a Aerotech System d'un côté et il y a Drone Info Service de l'autre. Donc du coup, le droit à l'erreur, c'est zéro. Il n'y a pas de... C'est ça, il n'y a pas de droit à l'erreur quand on a une structure qui appuie la réglementation, la structure pour travailler et la structure qui appuie la réglementation. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai créé aussi une association qui s'appelle Drone Emergency. Alors on a Aerotech System donc pour le tournage réellement, Drone Info Service c'est plus le côté législation et information. Voilà, appui professionnel. Et donc la troisième Drone Emergency, c'est donc si vous êtes pilote de drone, que vous avez un drone avec un retour de l'image au sol en direct. Donc nous on crée juste une base de données de ces personnes-là. Et si un jour il y a une catastrophe naturelle ou des choses comme ça, on peut communiquer cette base de données au service de secours. Au secours en fait pour avoir une population apte à rapidement intervenir sur des endroits. Voilà, si c'est vraiment, enfin on parle de catastrophe naturelle, donc de vraiment bien sûr, d'ampleur. On n'est jamais à l'abri. Et donc, où est-ce que les moyens peuvent manquer. Donc on a créé cette association il y a à peu près un an. On est une centaine en France, on a des adhérents au Québec, en Belgique également. D'accord. Donc nous on crée juste une base de données. Après c'est les services de secours qui avec la réglementation, donc c'est la préfecture qui va donner les autorisations. D'accord. C'est tout un tas de choses, mais j'ai trouvé ça d'intérêt. Ah oui, ça paraît. C'est vrai qu'on n'a pas imaginé que ça n'existait pas. Enfin voilà, on s'est pas posé la question. Et on se rend compte, oui, dans ces milieux-là, que ça peut être très utile parce qu'en fait, ça devient des professionnels qui peuvent être utiles à des interventions. Donc voilà. Ils peuvent vraiment faire de la recherche de personnes. Il y a des professionnels, on est pas mal de professionnels à avoir des caméras thermiques pour faire de la recherche de personnes. Donc ça a déjà été utilisé dans d'autres pays et ça a fonctionné. C'est vraiment très efficace. C'est vrai qu'en cas de séisme ou inondation, ce genre de choses, on sait que des gens peuvent se retrouver isolés à certains endroits. Bon là, en caméra thermique, je me rends pas compte. Par exemple, un séisme, des gens ensevelis peuvent être retrouvés par ce genre de tournage. Non, il faut vraiment que la chaleur soit très proche la chaleur humaine, il faut que ce soit en surface, on va dire, mais sous une légère couche de boue, des choses comme ça. Oui, on arrive à retrouver plus facilement. Et puis éventuellement, s'il n'y a pas d'accès sur la zone, aussi le drone va pouvoir permettre. Il y a des drones qui sont en construction, on va dire un petit peu, ça permet ça va pouvoir permettre de guider les gens en fait pour les aider à sortir de là où est-ce qu'ils sont pour les guider en fait, parce qu'il y a des micros en fait, on va pouvoir communiquer en fait avec le drone. On peut utiliser le drone comme un interphone en fait. Voilà, ça va, c'est ce qui est après se développer. Plein de projets après se développer. Alors j'ai vu il y a un an je crois des drones filaires. Oui, ça existe apparemment, et donc un drone qui n'est pas aussi autonome de voler n'importe où. Par contre, il peut monter à la verticale et rester en permanence à une certaine distance de manière à pouvoir filmer un lieu précisément, parce qu'il y a quand même un problème d'autonomie avec les drones a priori. Oui, tout à fait. Je ne me rends pas compte des drones professionnels, mais on a quoi comme autonomie On arrive à monter maintenant à 20-25 minutes. Ce qui paraît bien quand on en a besoin, mais ça peut paraître très court sur une intervention où on a besoin de rester à surveiller des choses peut-être. Donc le drone filaire, lui, va pouvoir rester 24 heures dans les airs sans bouger. C'est impressionnant. On commence à s'en servir sur certaines manifestations. Enfin, quand je dis dans le monde du drone, on commence à se servir de cette technologie pour surveiller un petit peu justement les grandes manifestations à risque, on va dire. À Paris d'ailleurs, je crois qu'ils avaient parlé d'en mettre 2 là sur la dernière manifestation. Sur les manifestations, il y avait des drones. Donc après, il y a vraiment beaucoup d'utilité. Donc je me suis pas arrêté là non plus. On a Aerotech, on a Drone Emergency pour le côté communauté de professionnels. On a donc le
drone info service pour le côté législation. Alors la quatrième, la quatrième, je vous en parlerai pas trop parce que il y a un peu de projet, de secret. C'est un outil en développement avec des élèves de HEI Campus Centre à Châteauroux. De HEI Campus Centre, d'accord. Qui sont après développé un produit que je peux pas révéler pour l'instant. Bah oui, on peut comprendre. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Donc là, l'idée, c'est d'apporter ton expertise professionnelle pour les aider à développer le projet, c'est ça? J'ai apporté l'idée de base en fait, et après, l'utilité, c'est, on va dire qu'on va réduire le risque humain. La sécurité humaine et le coût d'intervention sur ce projet-là. Sur ce genre de choses. C'est un peu le Elon Musk du drone, attention. J'adore. C'est quelqu'un qui apporte toujours des idées comme ça aux autres. Et mais ça n'arrête pas. En surveillant beaucoup, je suis beaucoup sur les réseaux justement, parce qu'on s'informe en permanence, tellement l'évolution du drone, ça va à une vitesse impressionnante. Oui, c'est clair. Ouais. Donc en suivant en permanence, ça permet vraiment aussi on a des idées, d'autres choses comme ça. Je suis en train de regarder si tout fonctionne quand même, parce que j'ai l'impression que oui, a priori. Je vérifie, ça a l'air de marcher. Un point très important avec le drone quand on vient dans le métier de télépilote de drone, on ne peut même pas appeler ça un métier, c'est de venir avec une qualification autre. Donc moi, comme j'étais dans la couverture auparavant, ça me permet d'avoir un œil professionnel tout en restant au sol, donc de ne pas risquer au niveau de la sécurité. Donc quand on vient dans le monde du drone avec un métier, c'est un plus, c'est même on peut dire une nécessité. Parce que vous voyez, même au niveau technique, ça démarre juste. Donc moi j'ai eu la chance de rencontrer Alvaro Garcia d'Idea Film, donc au niveau production audiovisuelle. Oui, voilà. Je dis, c'est un peu chacun son métier. Si nous après on va faire des images drones et puis après on fait des montages, on va tout de suite voir que c'est pas professionnel du tout. Donc on va pas être, ça va pas être intéressant. Donc des personnes comme les géomètres viennent beaucoup au drone aussi pour faire les cubatures de carrière. Quand on est sur une carrière où est-ce qu'il y a des engins qui roulent à côté, qui passent à côté de vous et ils ont des pneus de 3 mètres de haut, on va réduire, avec ce genre d'outils, on va réduire le nombre d'accidents. Les géomètres, ils y viennent. Donc tout le monde de l'audiovisuel, bien sûr. Maintenant, vous regardez les différents reportages, des choses comme ça, on voit beaucoup d'images aériennes. Et malheureusement, pas souvent dans les réglementations, parce qu'ils arrivent, ils font voler et puis ça repart. On a eu la chance, Aerotech System, on a eu la chance de faire un reportage avec France 2 dernièrement. Donc c'était en pleine campagne, ça s'est très, très bien passé. Donc c'est le drone, on arrive vraiment sur beaucoup de terrain. Alors j'ai vu des interventions de drones pour les nids de frelons. Oui. C'est ça, les nids de frelons asiatiques. Alors, on va faire, donc c'est en deux coups, c'est-à-dire qu'avec la caméra thermique, on en a discuté avec les pompiers du SDIS. Ici, dans notre région, majoritairement, les arbres, ce sont des feuillus. Donc, les nids de frelons asiatiques, on ne les voit pas. Oui. Sauf qu'avec une caméra thermique, le nid de frelon asiatique, il fait 40 degrés et là, on le voit, on le détecte. Donc, on peut repérer le nid de frelon asiatique. Donc, on va appuyer, nous, sur tout ce qui est ruches ou des choses comme ça en fait, pour aller justement chercher les nids de frelons asiatiques, c'est important. Ensuite il y a la destruction, il y a eu plusieurs prototypes qui ont été fabriqués. Oui, avec une espèce de seringue sur un prolongement du drone en fait, ça, pour injecter un produit spécial a priori. Il y a plusieurs formes, c'est soit le produit ou alors de l'eau, le choc thermique. Le frelon asiatique, il n'aime pas ça du tout. Ouais. Après, il y a, ce qui est arrivé un peu en concurrence du drone dernièrement, c'est le paintball, avec des billes justement pour aller taper le frelon asiatique. Ça, c'est un peu nouveau. Mais c'est ça aussi, à ce niveau-là, au niveau du frelon asiatique, je pense que le drone, il va remplir son efficacité au fur et à mesure qu'on va avoir de plus en plus de stabilité sur l'outil. Oui. Parce qu'on arrive à des précisions maintenant, ça commence vraiment à être impressionnant. Je pense que parce qu'on parlait géomètre tout à l'heure. Un drone qui fait entre guillemets le travail d'un géomètre doit avoir besoin d'une précision millimétrée. Le drone, le télépilote drone ne pourra jamais faire un relevé précis sans un géomètre. Le géomètre doit poser les bases au sol. Oui, j'imagine. Comme on dit, chacun son métier. Donc il pose des repères au sol et ensuite nous on fait les images. Mais
dans chaque métier, il y aura toujours un expert derrière. Et de toute comme manière. tu disais tout à l'heure, voilà, le fait de pouvoir faire un métier de couvreur et de pilote de drone en même temps te permet d'avoir cette expertise sur un domaine. Et c'est vrai qu'un géomètre qui est pilote de drone également peut du coup faire Bien sûr. cette expertise. Bien Ouais. sûr. Les coûts de, ce qui retient un petit peu, c'est les coûts de formation. Et après, bon, on a tout. Si on reste dans nos spécialités, c'est le coût de la formation, la partie théorie et la partie pratique. Et donc là, on peut arriver à presque 3 000 euros. Ah oui, j'imagine que oui. Et après, l'investissement du drone, c'est aussi quelque chose. L'investissement et la maintenance, parce que je pense qu'il y a quand même des pièces qui s'usent, des choses comme ça. Comme les batteries. Voilà, oui, donc les batteries entre autres. Oui, parce que quand vous partez sur les interventions, vous avez sûrement plusieurs packs de batteries, puisque pour pouvoir intervenir, on ne peut pas toujours les recharger sur place. On a plusieurs packs de batteries, on a 2 drones. Enfin, moi personnellement, j'ai 2 drones. En tant que professionnel, je ne peux pas me permettre de faire 200 km et puis de perdre un drone, ou alors j'ai un drone qui déconne. Qui est défectueux. J'en ai un dans le coffre et on sort et on y retourne. Donc comme ça, on perd pas de temps. Et les deux mêmes généralement, ou un moins fort que l'autre? Pas forcément les deux mêmes. Non, Pas forcément les deux mêmes. Après, les batteries c'est important, c'est les batteries au lithium. Si vous regardez sur internet, une batterie au lithium qui explose, ou qui est percée, c'est impressionnant. Ça sort en étincelle, c'est incroyable. Et ça, les gens n'ont pas forcément conscience, même les toutes petites batteries au lithium. Ils ont beau en avoir rigolé à l'époque où les téléphones portables explosaient dans les avions, ils n'ont pas conscience que ça peut exister encore. Donc, c'est ça, ne jamais laisser sa batterie se charger toute seule et puis partir faire les courses. La batterie, elle est déjà, soit on la charge dehors dans un atelier ou dans une poche spécifique au cas où, mais toujours pas être très loin. Donc, puis avec des chargeurs d'une qualité importante pour contrôler la charge. J'imagine qu'il y a des chargeurs qui s'arrêtent automatiquement comme il se doit. Des chargeurs un peu plus techniques qui contrôlent par cellule de batterie. Et puis un extincteur. Et oui, l'extincteur. Et ça marche partout. On en rigole, c'est vrai, hein, mais j'imagine que ça fait partie du pack de base à prévoir sur ce genre d'intervention. Oui, quand on appuie vraiment sur la sécurité, en fait. C'est ce qui est une nécessité. Et, on a tout ça, donc les cônes pour faire des points au sol, des balises, tout ce qui est balisage, les gilets jaunes aussi également, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient quelqu'un avec un drone. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Vous filmez chez moi? Non, je filme pas chez vous, il n'y a pas de souci, vous pourrez voir les images. Et puis là, on sort le papier de la préfecture, comme qu'on a déclaré le vol en préfecture. Quand on déclare un vol en préfecture, ils préviennent la gendarmerie, de l'aéroport par exemple, la BGTA, ou la mairie également, et des organismes qui peuvent être les mairies. Visés en fait. Dès qu'on fait une demande de vol en préfecture, enfin c'est même pas une demande de vol, c'est une déclaration de vol en préfecture. Tout ce petit monde-là est informé. Donc ça leur permet aussi peut-être de venir contrôler, voir s'il y a tous les documents. Être avisé en tout cas officiellement. Vous avez un délai de combien de temps à l'avance pour prévenir, pour faire la déclaration? Minimum 5 jours. Oui, 5 jours. Donc ils ont quand même un délai raisonnable pour pouvoir être prévenus et intervenir en cas où. Entre 5 et 7 jours sur un vol de jour et presque un mois pour un vol de nuit. Ça arrive que ce soit refusé, non? Il n'y a pas de... Ça peut être refusé s'il y a des exercices militaires, s'il y a un risque, si le risque n'a pas été suffisamment considéré. C'est pour ça que quand on fait une demande de vol, on envoie un plan de Google Earth et puis on dit qu'on va décoller d'ici, le drone il va faire de là à là à là. Il n'y a pas de survol de personnes, les zones sécurisées sont ici. À partir du moment où est-ce qu'on respecte vraiment la réglementation et la sécurité du public, ça va. Ils savent à qui ils ont affaire, donc y a pas de, ça passe quand même mieux, quoi. D'accord. Et quand on pilote le drone, on le fait manuellement ce trajet-là, ou on peut le programmer pour dire au drone tu vas de tel endroit à tel endroit? Comment ça se déroule ce genre de choses? Les deux formules. Et on fait les deux, voilà. Il y a vraiment les deux possibilités. En fait. Ça dépend du travail effectué en fait, du travail effectué et le vent également. Oui, on oublie le vent, ça agit. Si vous passez en vol automatique, le drone il a quand même des petits à-coups parce qu'il y a le vent, et donc il corrige, donc il y a quand même des petits à-coups. Donc on peut faire les deux. Après, on peut passer en vol manuel. Et là, par contre, c'est là où est-ce que nos formations ont été nécessaires. C'est-à-dire qu'on a appris quelques astuces en fait pour savoir notre drone s'il s'en va, s'il est poussé par le vent ou autre en fait. On peut le ramener. Ils nous ont appris quelques astuces en fait pour savoir parce que quand qu'il part à 100, 200, 300, 400 mètres. Il est perdu. Il paraît perdu en tout cas. Il paraît perdu. Mais il y a des astuces pour arriver à savoir comment il est et puis le ramener directement. Pour lui refaire prendre une bonne direction. Je me rappelle en fait, pardon,
quand j'étais petit, il n'y avait pas de drone à l'époque. Par contre, il y avait des trucs qui commençaient à arriver, c'était des hélicoptères radiocommandés, qui étaient, mais alors a priori, impossibles à piloter pour quelqu'un de néophyte, quoi. Oui, plus compliqué. Un seul centre de gravité. On va Ouais. dire. Avec le drone, il y en a 4, et puis c'est corrigé maintenant avec les. Et c'est là, je me dis, l'électronique est derrière, en fait. L'intelligence artificielle a énormément amélioré ça, en fait. Complètement. On est vraiment dans l'intelligence artificielle avec tout ce qui est embarqué sur le drone. Oui, parce qu'on pourrait, entre guillemets, ne rien savoir faire en tant que pilotage et appuyer quasiment sur un bouton pour lui faire un vol simple, quoi. Ah oui, vous le programmez de chez vous et quand vous arrivez sur place, vous appuyez sur play, hop, il fait le vol, il fait son truc, il redescend tout seul, il se pose, vous remballez, vous partez, quoi. Ouais, c'est impressionnant quand même. C'est L'évolution de la technologie sur ce genre de choses. C'est vrai, quand je compare les vieux hélicoptères de l'époque où vraiment il y en avait 1 sur 2 qui se crachait par terre parce qu'on savait pas les piloter, quoi. Et quand on voit maintenant, il y a une stabilité du vol qui paraît vraiment. Là, l'intelligence artificielle est vraiment derrière, quoi. Complètement. On appuie, donc il y a des quadricoptères, donc 4 hélices, des hexacoptères avec 6 hélices. Et le plus gros que j'ai moi à l'heure actuelle, c'est un octocoptère, donc c'est 8 hélices, DJS 1000, qui permet d'emporter 4 kg quand même. De porter 4 kg en plus de lui-même, en fait. Ouais, 6 kg. Donc un appareil photo professionnel, ce genre de choses. C'est ça. Après, on est à 15 kg en vol. Donc là, faut pas se rater. Donc il y a un parachute également dessus. Il est déclaré aussi au niveau de la DGAC. Ça devient un objet volant. C'est plus simplement un petit drone, quoi. Ça reste encore dans la catégorie drone, mais par contre avec des exigences en matière de sécurité qui vont être un peu plus poussées, on va dire. Oui, parce que quand on a 15 kilos en l'air qui tombent de 200 mètres. 150 maximum. Voilà, mais on imagine, on imagine quand même le risque. Le choc. Je pense que ça fait un sacré trou. Oui, je pense que, d'accord, en effet. Les marques sont les mêmes que le grand public, ce genre de drone-là, ou ce sont des marques vraiment spécialisées? Parce que je connais, je peux citer DJI ou des choses comme ça. Est-ce que ces marques-là font des produits pour les professionnels ou restent dans les grands publics? Vous allez avoir 2 sortes de drones. Le drone propriétaire, donc qui DJI Unique, des Parrot qui sont Parrot, voilà, chercher, français en plus, Parrot. Français, en plus. Ils sont fermés, ils sont complètement verrouillés, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir changer un composant, ou ça va être compliqué. Et vous avez des drones non propriétaires, en fait, où c'est vous qui achetez des hélices, des machins, des trucs. On fait du module, en fait. Vous faites du module, vous ajoutez vos modules, en fait, suivant le besoin, suivant le poids. Il y a tout un calcul qui peut être fait par rapport au poids du drone et puis à la puissance des moteurs. Donc c'est vraiment tout un ensemble. Là, après, on rentre vraiment dans un domaine un peu plus technique. On a la chance de connaître une personne aussi qui a un centre de formation à La Châtre, c'est Drone Centre, qui lui vraiment fabrique ses drones de A à Z. D'accord. Donc qui a vraiment une partie technique intéressante quand on est dans ce domaine-là. Oui, donc Drone Centre, alors vous voyez, je le découvre en même temps, donc sur La Châtre, donc on est dans l'Indre en plus. Ce qui est intéressant au niveau de sa formation, c'est qu'il prend 1 ou 2 personnes. Donc c'est vraiment une formation très personnalisée. Personnalisée. Ça permet d'avoir beaucoup plus de temps pour poser les questions et puis pour comprendre l'univers complet, quoi. Oui, il y a des gens qui veulent se lancer dedans puis qui à la fin se résignent en disant c'est pas pour moi. Si on prend suffisamment d'informations maintenant à l'heure actuelle, en fait, avec Internet, c'est ce qui est nécessaire. Certains se disent, enfin, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, oui, je veux faire des vols de drone, machin, ok, d'accord. Pour faire ça, il va falloir être professionnel. Donc il faut une formation, il faut ça. Du coup, c'est plus tout à fait le même coup. C'est plus le petit jouet, donc ça, on arrête quelques-uns, bien sûr. Mais après, c'est une manière de filtrer, d'avoir des gens professionnels derrière aussi, je pense. Oui, enfin de faire les choses. On peut avoir la passion et puis pas avoir les moyens financiers, mais voilà, je sais pas trop quoi dire. Non, mais oui, c'est vrai que l'argent est important dans l'histoire, mais il y a aussi la passion et le sérieux avec lequel on veut le mettre en place, quoi. Oui, je pense qu'il faut la passion de toute manière. Enfin, pour partir sur le monde professionnel, il faut la passion, parce que faire des images c'est une chose, mais après les redescendre dans les machines et puis les faire traiter, donc c'est beaucoup d'informations.
qu'on ne prend pas forcément. On a fait effectivement des formations d'une semaine à 2 semaines, mais il nous manque toujours, parce que ça évolue aussi les logiciels, donc il manque toujours des informations. Donc on suit les réseaux tout le temps, tout un tas de groupes sur Facebook par rapport aux drones, et on s'informe en permanence. Il y a des sourcings, il y a de l'évolution permanente. C'est des informations permanentes. Ouais. Il y a une chambre professionnelle de ce genre de télépilote. Il y a trois fédérations drones en France. Fédérations, ouais, d'accord. Il y a des fédérations qui existent depuis quelques temps pour prendre un petit peu la défense des petites entreprises aussi qui se lancent, parce que c'est pas toujours évident. Parce que ça fait peur, j'imagine. On a toujours ce côté intrusion chez le particulier, donc j'imagine que ce genre de sociétés font peur à d'autres entités, quoi. Ça beaucoup. Ouais, ça c'est vraiment un problème. Enfin, pour nous, c'est pas un problème, parce que quand on vient nous demander qu'est-ce que vous faites, il n'y a pas de souci. Donc on montre patte blanche, on montre les documents réglementaires, et puis dans la foulée, on fait un petit coup de com', et puis on donne une plaquette publicitaire, et puis une petite carte on arrive de à avoir des visite. clients comme ça, si ça se trouve. Ouais. Ouais, c'est ça. Des gens qui arrivent avec peur et en fait qui repartent avec la carte de visite et qui vous demandent plus tard, quoi. C'est ça. Mais petit à petit, ça se met en place. Après, c'est ça, c'est d'être toujours s'informer, parce que les réglementations évoluent aussi. On va avoir une prochaine réglementation qui va évoluer. On va plus partir sur des lois européennes. Oui. Donc là, on est... Standardisation, en fait. De 2 kg, des drones de 2 kg, on passe à des drones de 800 grammes. Si vous achetez un drone de plus de 800 grammes, vous avez un site internet du gouvernement pour vous former, on va dire, au niveau des règles de sécurité, et enregistrer votre drone. Au-dessus de 800 grammes. Oui, on allège en fait vraiment l'autorisation, quoi. Donc, et puis le risque, et puis là du coup au niveau loi européenne, c'est bien parti pour passer à 250 grammes. Ah oui, donc il y a beaucoup de jouets qui vont limite dépasser. Voilà. Donc après, pour s'en servir, ce sera des clubs d'aéromodélisme ou dans les campagnes ou des choses comme ça, mais c'est pareil, toujours en respectant les règles, en fait. C'est une manière d'éviter aussi pas mal d'excès, quoi, je pense. C'est les accidents qui commencent à arriver. Oui. On a vu des drones survoler la foule à plusieurs moments. Si vous regardez sur internet, on a des drones qui se crachent dans la foule, et ça coupe, ça fait des trous. Oui, puis comme on disait tout à l'heure, plus il y a de kilos, plus ça fait mal. Aussi la rotation des hélices aussi. Oui. Ils ont fait des tests, des crash tests, un petit peu comme avec une voiture. Donc c'est de projeter un drone sur un mannequin, et pour voir comment ça rentrait. Comment ça impacte, ouais. C'est impressionnant. Ou alors dans une peau d'animal, où est-ce que la première hélice casse et la deuxième, elle rentre dedans. Ça coupe, ça coupe. Il y en a qui ont perdu des doigts d'ailleurs avec les hélices des drones. Donc il faut être ultra sécurisé. Et je pense que l'évolution logique en fait des drones aussi, au niveau de la dangerosité, c'est qu'ils arrivent à caréner toutes les hélices. C'est-à-dire qu'on n'aura plus une hélice libre. Ouais. Libre. Ça va être caréné. Après se mettre en place. Et c'est vrai qu'on voit des fois des tournages, j'ai vu ça une fois avec des tigres filmés comme ça par des drones dans un milieu naturel, du coup. Donc là aussi, il faut faire attention, il y a des réglementations pour le survol des animaux. J'imagine, c'est pas autorisé. Par exemple, vous allez en Brenne, il faut faire attention aussi à ça, parce que tout ce qui est animaux, on n'a pas forcément le droit de survoler comme on veut, on ne peut pas les effrayer, il ne faut pas déranger la nature avec les drones, qui font encore un bruit assez fort à l'heure actuelle, mais les constructeurs travaillent à diminuer le bruit par rapport aux hélices, diminuer un maximum le bruit. Oui, parce que ça fait partie quand même des gènes du tournage en drone, c'est le bruit que ça représente. Donc, c'est ça. Oui, mais il y a Dyson qui arrive avec sa technologie d'aspirateur. Ah, le fameux Dyson. Il est dessus. Ça y est, il a trouvé un filon. Je pense c'est vrai qu'ils sont assez innovants. En général, ils ont toujours une technique différente. Je pense que ça va être quelque chose qui va sortir assez rapidement, où leur technologie, ils vont la mettre justement à ce service-là. Par contre, les budgets risquent de pas être les mêmes. Ça va piquer. Généralement, ça va piquer. C'est les débuts, toujours comme ça. Et on prend les drones, mais on les multiplie en dimensions. Je vois des drones avec des humains posés dessus qui se promènent. Oui, ça commence à se faire à Dubaï, au Qatar. Parce que c'est des gros moyens. On n'est plus sur du drone là. On est sur du véhicule qui ressemble à du drone. C'est plus de l'hélicoptère. Enfin, ça part plus de l'hélicoptère. Donc ça commence à arriver là, à partir du moment où est-ce qu'on a une personne sur un drone. On peut plus trop appeler ça. Je pense que c'est plus un drone. Par contre, au niveau législation, ça va être quelque chose. Il va falloir l'encadrer.
l'évolution va aussi permettre en fait de créer des espaces aériens spécifiques, des couloirs aériens spécifiques au drone. C'est ce qui est après être testé dans d'autres pays en fait, dans certaines villes. Il y a une ou deux villes où est-ce qu'ils font des tests en grandeur réelle, et c'est-à-dire que les drones ils ont leur couloir, et, donc c'est tout en automatique. Il part d'une base, d'un point A, il va au point B, des couloirs où est-ce que ça limite le risque. C'est pour les fameuses livraisons par drone peut-être. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Il y a un réel intérêt économique, on va dire, qu'il y a beaucoup d'argent qui est posé sur la table au niveau de l'innovation par rapport aux drones, l'intelligence artificielle embarquée. Comme au Japon, ce bar qui vous livre vos consommations avec un drone. J'ai vu ça aussi. Des glaces sur les bateaux en mer, des choses comme ça. Mais le plus important, c'est les poches de sang, je pense, avec des ailes volantes dans des pays où est-ce qu'il y a beaucoup, il y a des grandes étendues, on va dire. Donc là, ils envoient un drone, c'est une aile volante qui fait 3-4 mètres de large. Et là, ils envoient des poches de sang. Donc là, on gagne pour les interventions. Ça, c'est génial. C'est là où c'est vraiment intéressant quand la technologie se met au service de l'humain. C'est là où est-ce que c'est intéressant et qu'on voit vraiment qu'on imagine le développement de toute la technologie qui après se met en place. Ça doit bouillonner dans le cerveau de Sébastien Lavaux. En permanence, il doit voir. Dès qu'il voit quelque chose, dit là je mettrais bien un drone pour faire ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'activités qu'on peut droniser, tiens, on pourrait appeler ça comme ça. C'est ça, donc c'est ça, c'est que ça n'arrête pas, il y a tout le temps des projets. Je ne sais pas si celui-là je peux en parler. C'est un projet qui va être pour Châteauroux Métropole. On travaille donc avec Alvaro Garcia d'Idea Film et Lydie Audax de A2C Secrétariat, et en partenariat aussi avec la pépinière d'entreprise de Châteauroux Métropole pour présenter justement quelques projets un petit peu autour du thème. D'accord. On a hâte de voir tout ça. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont sortir. Bon. Sébastien, alors à moins que tu aies encore une idée nouvelle à nous proposer. Non, je vois que mon collègue... oui, je vois qu'il y a pas mal de choses qui se... Je vois que mon collègue, il a mis le site internet. Il y a des liens qui se proposent. Voilà. Oui, je vois. Idea Film, Drone Info Service, voilà. On n'a pas le temps de regarder tous les commentaires, mais je les vois arriver. Il a posté le lien d'Aerotech System. Merci mes amis. Merci bien. Et puis donc Idea Film vient de créer une vidéo promotionnelle qui vient de sortir sur la page Facebook d'Aerotech System. Donc on a pareil également, donc on a Aerotech System, la page Facebook, où est-ce qu'on diffuse un petit peu nos informations au niveau professionnel. On a la page Facebook Drone Info Service qui informe sur la réglementation. Donc de temps en temps, dès qu'il y a des choses intéressantes, la réglementation et l'ensemble du drone, on partage. Et on a aussi une page Facebook de Drone Emergency pour savoir tout ce qui peut se faire au niveau secours en fait. Donc cette fameuse communauté de télépilotes en fait. C'est ça. Elle est elle est plus que nationale. Internationale. Oui, donc Québec, entre autres. Internationale. Elle a été créée un an, on va repousser, il faut rebooster un peu tout ça parce que ça demande un peu de temps. Et puis il faut prioriser un peu les choses, mais quand on va rebooster un peu tout ça, ça va être parfait. Je connais un animateur de podcast qui s'appelle Prof du Web, qui a priori est très connu dans le milieu du drone. Un Suisse, je te retrouverai le nom. D'accord, super, merci bien. Il est responsable d'entité drone aussi a priori au niveau législation. Donc, d'accord, super. Voilà, écoute Sébastien, je te souhaite une excellente continuation pour tous ces projets. Merci Pascal, merci beaucoup. Au plaisir de te revoir dans le Shaker, peut-être au Sans Chichi à l'occasion, parce que on va lui laisser quand même le droit de faire des vacances. Ça lui arrive, Nicolas, si tu nous regardes. Profite bien, il est au soleil sous les palmiers, ça se trouve là. Donc, je repasserai plus tard. Voilà, je te remercie. Super, merci Pascal. On va avoir une autre invitée après, je vous dis pas tout, on va parler de femmes. Juste après. Super. Merci à toi. Merci bonne soirée. beaucoup. On va se mettre un petit peu de musique et on se retrouve dans quelques instants.
L'innovation en région Centre Val-de-Loire. Et oui, l'innovation région Centre Val-de-Loire, c'est dans la continuité du checker avec Naïma Korchid. Tiens, je te laisse prendre le micro, Naïma. Ça va ? Oui, ça va. Voilà. Un peu intimidée T'as de pas passer en l'habitude, direct. mais c'est pas grave, tu vas voir. On est à la maison en plus, tu vois là, c'est beaucoup plus facile. Alors, qu'est-ce qui fait que ce soir tu es là ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu représentes en fait ? Alors, je suis là en tant que conseillère municipale de la ville de Châteauroux. D'accord. Et du coup, je viens de vous parler de toutes les innovations mises en place sur les derniers mois. On va dire ça comme ça. Voilà. Et a priori à Châteauroux, on en a quelques-unes quand Oui. même. Hein. Donc je te laisse, vas-y, présente-nous un petit peu les sujets et on va peut-être en débattre tous les deux à chaque fois comme tu veux. Alors, en fait, je vais vous présenter dans un premier temps l'open data. C'est l'open data. les documents à disposition qu'on trouve en mairie. Oui, Et en fait, on est dans les rares villes à l'avoir déjà mis en place. tout Voilà. à fait, c'est vrai. Donc du coup, je suis pas une pro, mais je peux vous dire que ça existe et que ça démarre bien. Alors ça fait partie des technologies qui sont, je vais expliquer un petit peu en détail, qui sont nouvelles, en fait, qui permettent à n'importe qui de se connecter, entre guillemets, à la mairie en direct C'est et ça. d'avoir des données qui sont mises à jour en direct. Effectivement. Ça peut être sur les circulations automobiles, ça peut être sur les données de cheminement des tuyauteries, des choses comme ça. Enfin, plein de choses comme ça qui peuvent être mises en direct. Je crois qu'il y en a une centaine déjà sur l'Open Data de Châteauroux, C'est ça. ce qui est déjà énorme pour une communauté. Oui. Et en fait, ça nous tenait à cœur d'accompagner dans l'innovation, mais tout en gardant le côté humain en fait. Bien Voilà, sûr. c'est un outil, mais les services de mairie sont toujours là et disponibles bien sûr à l'accueil, mais de faciliter la vie de nos concitoyens et de leur permettre cet accès facile. Voilà. D'accord. Eh bien, Châteauroux innove. Oui. Voilà. Oui. L'Open Data Châteauroux donc, est ouvert. Alors j'imagine qu'il y a un site, hein, on regardera le lien, on vous mettra sur le lien de l'émission. Et je sais qu'il y a un site spécial qui est Oui. lié à Châteauroux C'est Métropole, ça. mais qui est à part en fait pour connecter. Ça peut être des applications de téléphone portable, c'est des choses comme ça qui peuvent se connecter en direct après à ces données. Oui, mais en Donc, fait, on a déjà on a une application pour Châteauroux c'est également où on retrouve plein d'informations sur la ville. Et puis la possibilité de mettre des commentaires et de retrouver les informations importantes sur les travaux, sur voilà, il y a plein de choses qui sont Et mises Dieu en sait, place. Châteauroux a beaucoup de travaux Oui, en ce moment d'embellissement effectivement. puisque la ville est en train de prendre des nouvelles couleurs dans tous les sens. Mais on travaille petit bout par petit bout. Il y a un plan qui a été mis en place de rénovation notamment des rues. Alors effectivement, on a l'impression que c'est toujours au même endroit, mais il y a tout un plan qui est mis en place et progressivement on fait en sorte que les revêtements de rue et que pas que les revêtements soient faits. On a décidé de travailler en logique, de refaire tout ce qui est en souterrain, donc tuyauterie de Les gaz, tuyauteries, d'électricité et d'eau, pour que on n'ait pas à revenir sur ces phases de travaux. Et oui, ça évite de faire 2 fois les trous, C'est ça, voilà. voire 3 fois pour certains endroits. Effectivement, donc du coup, on essaye de travailler en logique et de prévenir nos concitoyens, donc notamment sur les réseaux sociaux, puisque Châteauroux Métropole est une des villes, et l'agglomération et qui a été primée plusieurs fois pour son action sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai qu'ils sont très présents. On a une communication quotidienne. On peut vraiment suivre l'actualité de la ville de cette manière-là. Oui, Effectivement, oui, tout en ayant toujours des supports traditionnels comme le petit livret que vous recevez tous les 2 mois dans votre boîte aux lettres. Mais c'était important de négocier ce virage et d'être présent sur ces moyens de communication puisqu'ils prennent une part de plus en plus importante dans notre société. Voilà. Et puis il y a quand même un souci écologique derrière, je pense, parce que plus on communique de cette manière-là, plus on évite de sortir des éditions papier, des choses comme ça. Donc Effectivement, il peut y avoir aussi un intérêt dans ce sens-là. il y a cet intérêt-là, et puis il y a une rapidité de l'information qui est en direct, qui permet de toucher un certain nombre de personnes. Et notamment notre service communication a reçu, je crois que ça s'appelle un hashtag d'or, voilà. Ah, le hashtag d'or. Voilà, et c'est plutôt sympa. Mhm. Ça récompense tout leur travail et on voit qu'il y a une vraie amélioration de communication sur tous les outils qu'on peut avoir, que ce soit le site, le Facebook, le Twitter, voilà. Donc oui, parce qu'il y a Facebook pour la communauté de communes, il y a Twitter aussi. Il y a un Twitter également, Instagram, il y a peut-être Instagram, Ouais. Voilà. Et nos EPI comme l'Office de tourisme également ont leur page. Ont l'équivalent, ouais, Oui, donc, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc, Bravo. merci. Un hashtag d'or pour la communauté de Châteauroux Métropole. Donc C'est ça, mais c'est un beau travail d'équipe. On a un directeur de la communication qui est plutôt dynamique, qui est jeune Mhm. et qui a mis les moyens et qui s'est donné les moyens avec son équipe
de réussir ce challenge. Et moi, je suis plutôt fière d'eux et de leur dire que finalement, Tout à fait. on a un résultat. Et régulièrement, il y a des sondages, on se retrouve dans les premiers de France en termes de communication sur les réseaux. Donc, Ouais. je trouve ça plutôt sympa. Ah oui, je pense. Ça Voilà. se mérite, c'est beau. Ouais. Alors, quel autre sujet t'intéresse? Petit truc qui intéresse souvent les plus jeunes, voire les moins jeunes, mais en fait, ils s'installent des bancs connectés. Des Dans la bancs ville. connectés. Ouais, alors j'ai pas les lieux exacts. J'ai vu à Belle-Île qu'on en avait où on pouvait se recharger. D'accord, Voilà, donc c'est des bancs où on peut alimenter les téléphones portables. et avoir un accès Wi-Fi. Un accès Wi-Fi sur Voilà, chaque banc, d'accord. C'est ça. Donc il y a plusieurs endroits dans la ville où on a déjà la possibilité de se connecter à un réseau Mhm. gratuit et on monte en puissance pour équiper la plupart des grands lieux de rencontres et de passage de la Oui. ville en Wi-Fi. Alors, est-ce que cette nouvelle place Gambetta qui arrive aura droit à ces bancs connectés aussi? Ah, j'ai pas l'info. Parce que je J'ai sais pas qu'on a l'info. une superbe place Gambetta qui va émerger dans quelques mois, a priori. J'ai vu passer des communications dans 2-3 mois, a priori, elle aura fini. Ah oui, pour l'été, voilà. elle est 6 juillet, inauguration, je crois, Ouais, de donc mémoire. elle Voilà. aura peut-être un banc connecté quand même. Peut-être. J'ai En pas plus, elle est je- juste en face de la CCI, ça serait bien quand même. ça serait un bon, Ouais. un bon lien, effectivement. Voilà, mais non, ça va venir là-dessus. J'ai pas suivi le dossier, donc je vais pas dire de bêtises. Non, mais Mais effectivement, ça monte en puissance. Il y en a place de la mairie. Et je pense que c'est un service utile. oui, ça me paraît tout à fait efficace. Et ouais. adapté à la société actuelle. Alors, Voilà. petite question technique, ils sont alimentés par du solaire ou par de l'électricité branchée en direct sur la mairie? De mémoire, je crois que c'est du solaire. C'est du solaire, ouais. Mm. Ah, ça serait en plus, ouais. Voilà. Mais Non, mais là-dessus, on va essayer voilà. de vérifier. J'ai Je dit- vais aller vérifier à Belle-Île, je sais qu'il y en a à Belle-Île, je vais Oui. aller vérifier. Mais je crois que c'est solaire, effectivement. J'en ai entendu parler, donc Mm. je crois. Ouais. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on? Récemment, il y a eu le Startup Weekend. Oui, Euh, on a rencontré Vaitua, entre voilà. autres, qui était un des organisateurs. Châteauroux est présent et accompagne cette belle action. J'ai pu voir les résultats cette année pour la première Oui. fois. J'ai trouvé ça super sympa. J'ai rencontré des gens motivés avec plein de belles idées. Des passionnés, a priori. Oui, oui. Et puis des beaux projets pour les aider pour monter leur start-up et Mhm. se mettre en place. Donc c'est plutôt sympa, bonne ambiance. Moi j'ai découvert, voilà. Ouais, très, très challenge, Mm. très jeune, très fun. Enfin, c'était. Voilà, et puis des projets super sympas. Et il y a une application une start-up qui intègre la pépinière qui est en face de la gare, Mhm. qui on a mis qui va créer une application qui s'appelle Family. Family. Et en fait, qui permet quand on perd son enfant, par exemple, de dire Ça voilà. arrive, si ce ça soir peut vous avez arriver. perdu votre enfant, vous savez pas où vous l'avez posé, vous contactez Family. Donc, Non, c'est malheureusement Non, beaucoup mais moins drôle dans ces cas-là, mais oui. dans la foule, ça peut nous arriver d'avoir un moment d'égarement, de lâcher la main, Oui. de se retourner, de pas permettre de dire bah voilà, mon enfant est perdu à tel endroit. Et puis c'est un esprit de communauté, et, si je me rappelle bien, qui dit bah voilà, on l'a retrouvé. Voilà. Et oui. Donc beau projet, et qui est né du Startup Weekend. d'accord. Voilà. Donc une Belle initiative, ouais. Bah, en termes d'accompagnement, il y avait 8 dans la pépinière, il y a eu 8 places de disponibles. Mhm. Et il en reste plus que 2. Il y en a 6 startups qui se sont Donc on a installées. encore 2 places Voilà. de libre. Ouais. Voilà, mais après il y a d'autres endroits qui sont en train de se monter. 2019, on a le village connecté. Le village connecté. Ouais. On en découvre tous les jours. Alors, village connecté. En fait, espace Balzan. Oui, donc l'ancienne le grand- horlogerie, le grand parc, oui. l'ancien bâtiment de l'horloge. J'ai le droit de citer une banque? On n'est pas sur un média de la même manière. Ouais, donc c'est en Et fait puis ils sont partenaires, il y a un moment, il faut Voilà. les dire. Donc le Crédit Agricole a lancé sur toute la France des villages connectés avec des espaces de coworking, voilà. Et donc ils ont décidé d'en installer un à Châteauroux. Alors c'est à destination des startups, des Start-up, entreprises, des de- particuliers, enfin je sais pas. Start-up, des gens Mhm. qui veulent se lancer, qui veulent avoir un espace où travailler, voilà. Et donc village connecté by CA. Un beau projet qui permet de rénover
un beau bâtiment et de le mettre en valeur. Oui, c'est-à-dire que ça donne vie au bâtiment qui pouvait ne plus servir du tout. Ah oui, qui était à l'abandon et qui avait besoin de gros travaux. Et qui sert en même temps d'hébergement pour toutes ces petites structures. Et donc c'est un beau projet qui sera près donc, de l'éco-campus, du parc Balzan, de la piscine qui arrive. La nouvelle piscine, voilà. J'ai visité les chantiers, oui, donc c'est impressionnant quand même. Oui. D'accord. Donc non, il y a plein de choses. Je pense que l'équipe actuelle municipale a envie de rénover l'image. De lui donner une image jeune. On le ressent, enfin, sans être dans la mairie, rien qu'en voyant les communications des Châteauroux Métropole, choses comme ça, on sent bien qu'il y a un vent de renouveau dans ce genre de choses. Donc, Mais il y en a besoin, et puis il y a besoin de redonner un goût de fierté à notre ville et à notre territoire. Voilà. Donc du coup, je pense que toutes ces initiatives-là vont donner une belle image et redorer notre blason, qui pour moi n'en avait pas besoin puisque j'adore ma ville et que Bien du sûr. coup, de fait, je l'aime telle qu'elle est. Mais je crois que je l'aime encore plus avec tout ce qui arrive et tout ce qui se fait au fur et à mesure. Oui, ça donne vraiment Voilà. envie. Alors, j'ai entendu parler, donc on en a un petit peu discuté la semaine dernière, de ce fameux data center en 2023 qui va commencer à être construit, mais c'est des choses qui sont en France assez rares. Donc, effectivement, et puis le principe d'utiliser l'énergie pour oui, s'en parce qu'il est servir très pour- green, c'est puisque ça fait Voilà. partie de son ADN en fait. Hein, C'est donc, ça. c'est des beaux projets comme ça, il n'y en a pas beaucoup en France. Donc, Non, mais ouais. c'est un travail de longue haleine. Hein. Il a été commencé sur les années précédentes. Hein. Aux ans, c'est un gros dossier qui mettra du temps à émerger, mais qui émerge petit à petit. Voilà. Mais là, qui est signé, qui est vraiment lancé Là, sur le. Voilà. sur le data On center, n'est il plus est signé. sur une négociation, voilà. On Non, est non. vraiment sur quelque chose de signé. Oui, et puis il y a des entreprises qui ont déménagé, qui se sont déjà installées. On a le centre de tir qui est arrivé également pas très loin. Il y a tout un travail pour rénover l'existant et faire en sorte que nos bâtiments ne dépérissent pas et qu'on n'ait pas des friches sur tout le C'est vrai territoire. qu'il y a des villes comme ça, on se rend compte avec des vieilles friches industrielles qui sont en déperdition complète et ça fait mal de voir ça. Donc, Mais le but du jeu, c'est que l'existant ne reste pas à pourrir sur pied et faire en sorte qu'on ait un remplacement plutôt que d'agrandir pour agrandir, autant utiliser ce qui est à disposition. Alors moi qui ai quitté Châteauroux pendant quelques années, je suis revenu avec un grand plaisir en voyant que par exemple les usines de tabac qui n'existent Colbert, plus, oui. voilà, et qui maintenant ont été rénovées mais superbement en plus. Hein. Mmh. Et voilà, ça redonne vie à des bâtiments existants anciens. Avec, on sent bien une activité complètement nouvelle, moderne dedans. C'est ce genre de choses qui donne envie. Mais pour te donner un exemple, il a fallu plus de 10 ans pour que l'ensemble des locaux soit utilisé et ne soit plus vacant. Oui. Pour te dire ce qu'il faut en temps et investissement oui, parce que pour qu'un local, un espace soit investi par de nouvelles entreprises ou des existantes qui décident de s'installer là. Mais donc aux ans tu démultiplies par plus de... Oui, c'est des surfaces énormes. Des surfaces énormes, voilà. Et du coup, tu te dis le travail qu'il faut en amont pour donner envie de venir s'installer. Il faut être attractif en fait. Hein, c'est ça, voilà. Alors je sais qu'on a des atouts à Châteauroux, mais c'est jamais suffisant. Il faut plus que des atouts, quoi. Effectivement, mais il y a des gens qui s'installent. Je sais que notamment à la Pépinière, on a une nouvelle entreprise de vidéo qui est arrivée. Les gens n'étaient pas de Châteauroux, ils se sont installés à Châteauroux. J'ai une collègue qui a rencontré des gens qui viennent de Paris et qui finalement se sont dit peut-être qu'on va venir s'installer là. C'est sympa, les gens sont accueillants et puis il y a des structures pour nous accueillir. Puis finalement les loyers sont beaucoup moins chers qu'ailleurs. C'est pas négatif. Voilà. Donc non, je pense qu'on a tout un travail d'attractivité qui se fait. On a un service à la mairie qui fait en sorte que l'attractivité du territoire soit mise en valeur, qui se déplace sur des je perds mes mots, des salons. Ah voilà, oui, pour vendre l'image. Oui, bien sûr. J'ai vu passer une communication sur le fait du train à grande vitesse, le Hyperloop. A priori, la ville de Châteauroux commence à se positionner sur ce genre de projet de manière à être une gare intermédiaire. Effectivement, et puis pour pas rater le coche, je pense que si ça se met en place, effectivement. Moi, j'ai déjà vu des choses réelles, a priori. Aux États-Unis, entre autres, il y a déjà des projets physiquement installés avec des prototypes. Donc, le projet est vraiment lancé. C'est Elon Musk qui a mis ça un petit peu au lancement, puisqu'il a fait un livre blanc au départ. Mais a priori, donc, la ville de Châteauroux veut être dans le projet. Donc, oui, complètement. Je pense que c'est important que notre territoire
soit connecté. En fait, il a besoin d'ouverture sur le reste du pays. Et c'est une belle opportunité et c'est une innovation parce qu'on serait dans les premiers à bénéficier de ce genre de prestations. Et je pense que ça apporterait un plus à Châteauroux. C'est clair, parce que ça reste quand même un des soucis de Châteauroux, c'est la distance avec Paris. Qui peut poser problème sur certaines infrastructures liées à des déplacements, des choses comme ça. Et le fait de rapprocher Paris à quelques... Alors, je n'ai pas le délai, mais je pense que 3/4 d'heure maximum. Je crois. À peine. Je crois. À peine, donc, ça peut vraiment rendre des possibilités au niveau des sociétés après. Ça peut attirer même des gens qui décident de délocaliser leur entreprise ici et qui s'installent et qui créent de l'économie sur place, quoi. Oui. Voilà. D'accord. Un autre sujet, Naïma ? Non, j'avais pas prévu plus. Finalement, j'ai parlé beaucoup plus vite que prévu. On a abordé déjà beaucoup de choses. Ça tombe bien, il est 19h pile. Dites donc, on aurait fait 1 heure d'émission. C'est vrai ? Bon, parfait. Oh, je me rends compte qu'on ne te voit pas beaucoup à la caméra. C'est pas grave. Voilà. On m'a entendu. Oui, tout à fait. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie de ce passage. Merci à toi pour l'invitation. La prochaine fois, si je reviens, je travaillerai un peu plus mon sujet. Je serai beaucoup plus prolixe. Promis. Mais on peut pas être spécialiste dans tous les domaines. Comme on disait tout à l'heure avec Sébastien, chaque personne peut avoir sa spécialité. Toi, c'est la communication de la mairie. Donc, entre autres, je pense, mais... C'est représenter mon territoire, en fait. Voilà. J'aime ma ville et j'aime en parler. Voilà, et tu le fais très bien. Merci. Avec passion, et c'est le plus important dans ces choses-là. Je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée également. Je vous dis à toutes et à tous une bonne soirée également dans les checkers. On va se dire au revoir. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Alors normalement, Nicolas sera revenu des cocotiers, puisqu'il est parti en vacances sous les cocotiers. Là. Quelle idée. Non mais vraiment, si maintenant les gens prennent des vacances. Vraiment. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, gardez l'innovation, n'oubliez pas.